Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de pouvoir parler de la conscience et de l'inconscience. Prima facie, on peut se contenter des textes issus de la philosophie, disons traditionnelle, et de toutes les publications, y compris bibliques. Prima facie encore, avec les travaux de la neuroscience, la neurobiologie et les neurosciences en général, cela devient presque restrictif de ne pas tenir compte de ces avancées. Donc, sans plus tarder, nous pouvons attaquer notre sujet, la conscience versus l'inconscient. Donc, la conscience, l'inconscient. Comment utiliser les textes au programme et les travaux de recherche actuels? Euh, On va commencer par une activité. L'activité nous demandera ici si on doit refuser ou pas la conscience aux animaux. Ensuite, on verra quelques définitions. On parlera également de l'Afrique, l'Égypte antique, l'Europe. Pourquoi n'est pas aller regarder dans d'autres civilisations, par exemple en Asie, et voir comment l'âme et l'esprit sont interprétés dans ces civilisations-là. On va surtout se centrer sur les textes au programme. Hein. On va parler de Descartes avec la substance pensante, de Freud, l'inconscience, Husserl, la dimension de projection, et enfin la prise en compte des recherches actuelles, qui vont nourrir, d'ailleurs, ça sera pas seulement d'une façon linéaire. Donc, ici, avant de commencer, même à parler de notre activité, prenons un petit temps, déjà, dans un premier temps, pour cet article dans le site en fait B2V, observatoire donc des mémoires, observatoire B2V des mémoires. Alors, on nous explique un petit peu ici donc la valeur de l'hippocampe et je vous laisse suivre donc cet article. L'hippocampe, c'est un joli poisson aussi appelé cheval des mers, mais c'est aussi une structure du cerveau des mammifères. On l'appelait ainsi pour sa ressemblance de forme avec l'animal. C'est cet hippocampe-là qui nous intéresse. L'hippocampe se situe au centre du cerveau et dans ses profondeurs, sous la surface du cortex. Pour se donner une image, l'hippocampe est en quelque sorte une usine. C'est ici que sont produits les nouveaux neurones, un processus de fabrication appelé la neurogénèse. C'est aussi dans l'hippocampe que sont formés les souvenirs liés à un événement vécu. On appelle cela la mémoire épisodique. Le souvenir va naître dans l'hippocampe, puis sera stocké dans une autre partie du cerveau, le néocortex. L'hippocampe conserve cependant un index de tous ces souvenirs créés. Voilà en quoi il est utile pour l'acquisition des souvenirs, mais aussi leur remémoration. L'hippocampe joue également un rôle important dans nos déplacements. Les cellules de l'hippocampe vont s'activer à chaque étape d'une trajectoire et en créer ainsi le souvenir. Grâce à l'hippocampe, nous pouvons créer des représentations mentales de l'espace. En quelque sorte, une carte virtuelle sur laquelle nous allons faire apparaître les éléments importants de notre environnement et créer des relations entre eux. Un exemple concret? Prenons Gustave. Il est chauffeur de taxi à Paris. Si on compare son hippocampe à celui de ses clients, on s'aperçoit que le volume de son hippocampe est bien plus important. À force d'élaborer mentalement le meilleur trajet pour ses clients, Gustave a musclé son hippocampe. Félicitations, Gustave. La maladie d'Alzheimer entraîne dans un premier temps des détériorations de l'hippocampe. Les échanges entre mémoire à court terme et mémoire à long terme sont affectés. Il devient difficile de mémoriser de nouvelles informations. Avec l'évolution de la maladie, de nouvelles zones du cerveau et donc de la mémoire sont touchées. Voilà donc l'importance ici de parler en fait du cerveau, de l'importance du cerveau. Je vous envoie ici donc aux articles du professeur Robert Jaffard et le lien que vous voyez là, www.observatoire b2v
desmémoires.fr. Pourquoi? Parce que dans ce sujet, c'est quand même important de passer l'inconscient freudien, entre autres, au crible des neurosciences. Donc, comment fonctionne notre cerveau? Est-ce qu'il y a une partie ou une part du cerveau dédiée à l'inconscient ou à la conscience? Et si on regarde un article, cet article-là du Monde, on peut voir que le chercheur Lionel Nakache, qui est passionné des neurosciences, va aller jusqu'à dire que Freud a, selon Lionel Nakache, doté l'inconscient des attributs qui sont le propre de la conscience. L'inconscient freudien ne serait que la conscience du sujet qui interprète sa propre vie mentale, inconsciente à la lumière de ses croyances conscientes. S'il rejette donc l'édifice théorique de Freud, Lionel Nakache n'en rejette pas pour autant la psychanalyse comme procédé thérapeutique. Sans dogmatisme et en se démarquant des critiques traditionnelles de l'œuvre de Freud, Lionel Nakache réussit le tour de force de nous éclairer et de questionner un domaine, celui de notre psychisme, sur lequel nous n'avons pas fini de nous interroger. Il y a encore pas mal d'articles là-dessus, entre autres. Donc là, vous projetez un petit peu l'hippocampe ici et que vous puissiez un petit peu visualiser. Donc cet article sur l'hippocampe, voilà. Donc c'est ça en fait l'hippocampe. Et il y a un article qui, cette fois-ci, ça sera l'article de Francesca Ciclari, qui va parler des songes, puisque avec les songes, nous avons pas mal des travaux de Freud là-dessus, et on va prendre le temps de réfléchir sur cet article-là. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer par une activité simple. Cette activité va d'abord simplement questionner ici vos points de vue, et on va essayer, bien sûr, par un exercice de dépassement d'idées, d'arriver à une conclusion concise. Disons que c'est la méthode qui va compter ici. Premièrement, pourquoi refuse-t-on la conscience aux animaux? Donc, pourquoi refuse-t-on la conscience aux animaux? Donc, c'est à vous de chercher. Prenez le temps. Je ne sais pas. Ce que je vous propose ici comme plan, c'est de tenir compte des notions du programme, des termes repérés, des hypothèses, s'il y en a, une hypothèse ou plusieurs, et de faire votre analyse de la problématique et pourquoi ne pas reformuler ou faire cet effort de problématisation ici. Donc, la conscience dont on parle ici, c'est la conscience du sujet, donc sujet pensant. Aux animaux, donc l'animal ici, c'est vu comme ensemble des êtres vivants ayant des sensations. Vous pouvez rentrer sur l'architecture ou la biologie et regarder le corps des vertébrés, par exemple. Et le point commun ou le dénominateur commun entre les sujets et les animaux, c'est simplement que ce sont des espèces vivantes. Alors, les animaux donc sont différents a priori du sujet humain qui aurait une morale, donc la conscience. En termes de dépassement ici, on s'interroge sur l'égalité, l'identité, le genre, l'espèce, l'individu, l'esprit versus la matière. Est-ce que cette opposition est absolue ou c'est plutôt relatif? Donc, on admet ici, a priori, que les animaux n'ont pas de conscience. Voilà. Donc, sur cette hypothèse, donc, on se repose encore la question, pourquoi refuse-t-on la conscience aux animaux? Donc, déjà, le pourquoi. Quelles sont les raisons ou dans quelle mesure refuse-t-on la conscience aux animaux? Qui ici? C'est les humains. Oui, d'accord, mais il s'agit des communs mortels, des penseurs. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut procéder pour interroger votre problématique et analyser profondément les termes et les notions. Quoi? Donc, il s'agit de la conscience. Laquelle? La conscience réflexive et la conscience de soi. Question de la limite. Donc, on s'interroge ici sur la limite, en fait, animalité et humanité. Ce refus, donc refuse-t-on, marque, plutôt
donne l'impression d'une dichotomie plutôt radicale. Refus par limite de réflexivité, refus de relation d'équivalence par argument de nature. L'homme est aussi animal, mais l'animal n'est pas un humain. Donc tout cela va permettre ici de réfléchir clairement et d'une façon approfondie sur la limite de ce refus. Est-ce qu'il n'y a pas symétrie? Est-ce qu'il n'y a pas similitude? Donc, sur la définition de la conscience, la dichotomie stricte entre l'humain et l'animal peut être admise. Or, nous nouons des liens affectifs avec eux, à l'identique. Donc, s'il n'y a pas d'identité de nature, ne peut-on pas penser leur existence comme ayant des similitudes avec la nôtre, au point de leur conférer des droits, donc une forme d'égalité. Donc là, déjà, il y a l'idée d'un dépassement de ce refus d'égalité qu'on a fait apparaître ici, précédemment. Donc de là, s'interroger également, c'est demander si l'homme a une conscience. Cela l'empêche-t-il de commettre des actes inhumains? Et si la conscience de l'homme peut le dénaturer? À ce point, ne pourront-on pas penser alors que la conscience de l'animal serait plus humaine, car non morale, même s'il serait plus humaine, vous pourriez admettre qu'il y aurait une forme de contradiction ici, mais la question demeure ici sur le comportement de certains humains, en tout cas. Donc, en termes de méthodologie ici, la problématisation ou la réformulation de la problématique, pour quelle raison, on peut s'interroger donc, pour quelle raison et dans quel but ne peut-on admettre en général que les animaux pensent? Doit-on refuser la conscience à l'animal dans la mesure où celui-ci ne peut pas se penser puisqu'il n'est pas sujet? Ou au contraire, il serait légitime d'admettre qu'ils ont une conscience avec certaines de leurs aptitudes mentales qui dépassent les nôtres? Proposition de plan. Premièrement, parler de la conscience. Donc, la conscience est le propre de l'homme. Deuxièmement, les aptitudes mentales de certains animaux nous emmènent à repenser la lame séparatrice animalité-humanité. Et troisièmement, l'homme ne peut-il pas se dénaturer ou l'homme peut se dénaturer? Vous choisissez comme bon vous semble. Donc voilà, simplement ici, dans la première partie, se concentrer plus sur la réflexivité, la conscience de soi, le caractère réflexif de l'être, les sujets également, l'individualité, la personnalité morale. Dans la deuxième partie, donc sur les aptitudes mentales de certains animaux qui nous emmèneraient à repenser la lame séparatrice animalité-humanité, pensez au texte de Bergson, les animaux ont une forme de conscience. Vous pourriez également penser à la capacité d'empathie et de compréhension qu'ont certains animaux, je citais ici dauphins, éléphants, etc., et ce sujet concernant les neurones emphyseaux. L'homme peut se dénaturer, donc ici, le cynisme, donc les désirs issus de la conscience humaine, qui mènent à transgresser les lois humanistes, exploitation égoïste des hommes, et des terres, des matières premières qui génèrent des guerres. Récemment, avec la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, on a appris qu'il y a eu des génocides et plus ou moins liés aux matières premières, le comportement qu'on a envers notre planète, la pollution que certains pays ne veulent pas respecter. Également, des désirs en fait issus de la conscience humaine qui conduisent à transgresser les lois de la nature. Donc, dans ces paradigmes ou dans ce contexte, ne peut-on pas reconnaître une forme de conscience animale puisqu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur de la destruction de notre planète? Oui, donc ça c'était pour ces sujets concernant le refus ou pas de la conscience aux animaux. Donc je vous laisse méditer, rédiger peut-être une introduction, une conclusion sur les sujets et élaborer votre plan si vous avez, pourquoi n'est pas carrément rédiger l'ensemble de ces sujets. On peut avoir un autre sujet pour ouvrir. Est-ce que la conscience peut-elle être un fardeau? Donc ça peut être un bon sujet pour appliquer un petit peu le plan que nous venons de voir. Donc pour revenir ici à notre plan global, donc on va prendre le temps d'abord de définir en fait ici la conscience. Oui, la conscience d'objet, la conscience de soi, la conscience d'objet qui diffère de la conscience de soi, pourquoi, dans quelle mesure, etc. La conscience intentionnelle, la philosophie, clin d'œil, on peut prendre l'Afrique, l'Égypte antique, l'Europe, la Grèce antique, carrément
la civilisation romaine. Pourquoi ne pas regarder un petit peu la civilisation romaine? Descartes, ici, donc la substance pensante, Freud, l'inconscient freudien, est passé par Husserl qui va parler plutôt de la projection et toujours nourrir notre débat, notre thème sur les travaux actuels sur les neurosciences cognitives. Donc voilà, pour les définitions, commencez déjà à réfléchir sur la différence entre conscience d'objet et conscience de soi. Donc la conscience de soi, c'est le savoir intérieur, immédiat, que l'homme possède de ses propres pensées, sentiments et actes. Avoir conscience de quelque chose, donc rapport direct à un objet, être conscient de quelque chose, là, ça sera plutôt être soi-même son propre objet de conscience. Donc la conscience intentionnelle ici, l'intentionnalité, du latin intentio, c'est un terme utilisé en phénoménologie par Husserl, qui est donc un philosophe que vous avez vu en cours, pour désigner l'acte par lequel la conscience se rapporte à l'objet qu'elle vise. Voilà. Donc en affirmant que la conscience est toujours conscience de quelque chose. Qu'est-ce qu'un être conscient? À cette question, donc partir déjà sur l'étymologie de la conscience. Conscience vient de cum scientia, donc cum avec scientia, donc la science, le savoir. La conscience est la faculté selon laquelle celui qui agit ou qui perçoit en même temps qu'il agit ou perçoit le sait. C'est la conscience immédiate. Par exemple, par la perception, je vois un arbre, donc je peux dire qu'il existe, j'ai conscience de l'arbre. Voilà, la conscience du lieu, ou voilà. Donc, c'est aussi une conscience de soi, puisque je sais que je suis, que je perçois. Voilà, on parlera carrément infra de la conscience réfléchie. Pourquoi? Parce que l'être conscient, par ce savoir qui permet la critique, devient donc responsable de ses jugements, de ses actes également. On verra que ça peut être, par exemple, un fardeau pour un être humain. Donc, la notion des sujets responsables va revenir ici par le connais-toi toi-même qui s'impose au XVIIe siècle, notamment par les cogito ergo sum, je pense donc je suis, les fameux cogito de Descartes. La conscience est alors l'exigence de voir clair par soi-même. Donc, voir clair par soi-même, poser les sujets comme un être conscient, c'est ainsi en faire un être responsable, donc autonome et libre, libre de penser, libre d'analyser, libre d'examiner. Car la conscience est un espace de délibération de choix. Des choix personnels, mais aussi des choix du groupe, d'une classe, d'une catégorie socio-professionnelle, et également prendre carrément nos contemporains et nos mouvements des pensées, plusieurs familles humaines, familles spirituelles et autres. Donc la conscience va être là pour penser ou repenser nos idéologies ou nos positionnements face à la biodiversité, face à la nature, face à nous-mêmes, en tant que groupe, et face également à l'organisation de notre société. Un texte important que je vous inviterai ici à aller regarder, c'est les textes de Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, publié ici donc en 1943, chapitre 2 de Gallimard, page 91-92. Normalement, vous l'avez dans votre corpus. Qu'est-ce qu'un être conscient ici? L'intentionnalité de Husserl. Donc, toute conscience est intentionnelle. Elle vise un objet. Cette visée n'est pas de même nature selon qu'elle relève de la méditation intérieure, plus l'intériorité, de la perception, de la mémoire, l'hippocampe, comme vous l'avez vu au départ, de l'anticipation, de l'imagination, de la démonstration, etc. Cependant, chacune des représentations d'un sujet est ramenée à un jeu, à un sujet pensant. Qu'est-ce qu'avoir conscience de soi? Donc, l'homme est l'être qui s'interroge sur sa nature et son identité. Vous avez pas mal de débats sur l'identité nationale, l'identité africaine, l'identité européenne, l'identité asiatique, l'identité américaine. Donc cette faculté de retourner son attention sur soi-même s'appelle conscience de soi. Celle-ci confère au sujet humain une dignité particulière. Il n'est pas au contraire de l'animal, du végétal, du minéral,
aveugle aux déterminations de son existence. Donc vous avez vu que réfléchir sur le refus ou pas de la conscience aux animaux va revenir comme thème dans ce que nous faisons. Et de même, le poids, le fardeau de la conscience. Penser, c'est inscrire l'existence dans la dimension du sens, au lieu de se contenter de la soumettre aux seules nécessités de la nature. Donc, ici, la conscience va servir pour quoi? Donc, servira à orienter son existence en fonction du but, pour l'accomplissement duquel il peut d'ailleurs contredire ce qui réclame ses besoins. Au nom de la liberté, par exemple, ou de la justice, on peut donner sa vie. Donc, cette dimension de la conscience montre quand même, ou va légitimer aussi le combat de certains hommes, de certaines femmes, qui, pour clamer la justice dans certains États, que ça soit dans des dictatures fortes ou dans des époques de la colonisation de tel ou tel État, dans l'occupation, par exemple, l'occupation allemande en France, on va avoir comme ça des hommes et des femmes engagés qui seront prêts, au nom de la liberté, voilà, ou de la justice, à donner leur vie à ce combat-là. Donc, à aller défendre idéologiquement, mais si on se réfère ici à ce qui s'est passé dans l'histoire, on va voir que il y a eu des mouvements et des mouvements très organisés sur la résistance des hommes et des femmes engagés. Donc, je vous laisse également réfléchir sur ça, obligeant à s'émanciper d'un rapport au monde calqué sur le modèle du besoin. Donc, ne pas se limiter simplement aux besoins, mais aller au-delà pour chercher les biens idéaux. Comment concevoir la conscience? Ça, c'est un grand débat. Il faut déjà revenir un petit peu sur les sociétés primitives. Alors, que disent les sociétés primitives ici? Donc, ici, sur les sociétés primitives, donc la composition de l'âme dans l'Égypte antique, hein, donc ici, on voit que la composition de l'être humain dépasse, à cette période-là, en Afrique, on admettait que cette composition dépassait carrément, en fait, la simple dualité ou opposition entre le corps et l'âme. Chaque individu compte en lui une dizaine de composantes matérielles et immatérielles qu'il intègre dans la sphère terrestre, donc du sensible, et dans la sphère impalpable des dieux et ancêtres. Donc cette pensée-là sur les ancêtres demeure encore aujourd'hui dans la société ou dans les sociétés bantoues, entre autres, où on va prôner l'ancestralité. D'autres sociétés de l'Afrique, on retrouve encore cette dimension des ancêtres. Pour l'anecdote, sachez que le modèle de pouvoir avant la conception actuelle de la démocratie en Afrique, on admettait que les chefs traditionnels n'avaient pas réellement le pouvoir. Donc le pouvoir n'appartenait pas, le pouvoir, que ce soit exécutif, législatif ou judiciaire, n'appartenait pas au sens propre, hein, n'appartenait pas à des hommes. Mais on admettait que ces hommes étaient là pour, entre autres, jouer ce rôle, mais au nom des ancêtres. Donc les ancêtres étaient au-dessus du simple pouvoir que eux possédaient. Et ils avaient des comptes à rendre, pas seulement aux sages qui représentaient, les comités des sages qui représentaient ces ancêtres-là, mais également être donc dans sa composition humaine, réfléchir sur la responsabilité de ses actes face à l'esprit, mais aussi face aux esprits. Donc, on va pas rentrer dans la complexité de ces types de sujets. Ça vous donne quand même la matière. En latin, donc pour revenir ici à une civilisation qui est proche de textes, en tout cas de la loi canonique, l'âme du latin anima, souffle, respiration, est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant, humain, animal, végétal. Les représentations symboliques de l'âme sont nombreuses, ainsi les croyances à son sujet. Donc je vous laisse également là. On en trouve la plupart des civilisations à travers les conceptions religieuses, philosophiques, psychologiques, populaires, etc. Donc vous pourriez voir dans l'étymologie hébreu, donc les termes ici donc néphes, qui renvoie à cela, l'idée de la morphologie également.
on peut voir en Égypte antique, pour y revenir ici, selon cette fois-ci les écrits de Christian Jacques, qui énumèrent les composantes de l'âme selon les croyances égypte pharaoniques. L'initié égyptien prend conscience des 9 éléments essentiels de l'être: le corps, Jet, image matérielle du grand corps céleste, Ka, dynamisme, créateur, l'âme, Ba, possibilité ici d'incarner le divin sur cette terre, l'ombre, chute, reflet de la vérité, Lak, lumière de l'esprit, le cœur, Ab, siège de la conscience, le Sekem, puissance de réalisation, le Ren, donc le nom, vérité ultime de toute création, le Sak, corps spiritualisé. Donc on peut aller en Inde, Extrême-Orient, appelé Atma, cette fois-ci l'âme, Atman, par exemple dans l'hindouisme ici, et regarder un petit peu comment cette conception-là a été élaborée dans le bouddhisme également. Donc l'esprit dans le bouddhisme recouvre les aspects du mental au sens général, Nama. Dans le judaïsme, dans la Bible, ici, pour y revenir, on voit ici donc l'équivalent en grec dans Septante et le Nouveau Testament ici donc, et Psyché en grec. On va en parler une phrase ici, et voir un petit peu comment les textes ici de la Bible ou de la Torah peuvent guider ces sujets sur l'âme. Donc l'âme, du grec psyché, l'âme est le terme longtemps utilisé pour désigner la conscience. L'âme au sens religieux, donc dans la théologie par exemple, ici. Donc Descartes va lui parler de la substance pensante dans ses travaux sur la démarche et sur les doutes méthodiques. Découverte du caractère absolument certain de l'existence du sujet pensant. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Quand bien même tout ce en quoi je crois n'aurait pas plus de vérité que le contenu de mes songes, une certitude demeure, celle que j'existe, et aucun doute, aussi exagéré soit-il, ne peut la remettre en cause. Conscience, fondement inébranlable de la vérité sur laquelle toute connaissance devrait s'en édifier comme modèle. Ici, Descartes va faire en fait de la conscience, fait carrément de l'être, du jeu en fait. Je suis une substance pensante, absolument distincte du corps. Là, on va quand même s'interroger si ce n'est pas un réactif limitant. Pourquoi? Parce que c'est comme si Descartes ratait la dimension d'ouverture et de la projection ici. Donc, le fait de la conscience, le fait est de faire de la conscience une chose existante indépendamment du corps. Qu'en est-il de la nature de la conscience comme ouverture sur le monde? Donc là, on va rebondir naturellement sur les textes de Husserl ici. Donc Husserl va plus parler de cette dimension de projection, donc de dépassement de la vision cartésienne. Ici, il va dire loin d'être une substance pensante, autarcique, la conscience est toujours visée intentionnelle, l'intentionnalité d'un objet, tension vers ce qu'elle n'est pas, et que c'est là son essence. Toujours au-delà d'elle-même, elle se projette vers le monde, vers les souvenirs et vers l'avenir. C'est ce qu'on va voir également dans l'article des neurosciences ici de Francesca Ciclari. On va voir que loin d'être en opposition totale, les neurosciences vont plutôt être parfois en contradiction, mais parfois vont également, ces travaux-là vont corroborer avec les travaux réalisés a priori par des philosophes entre guillemets traditionnels. Suis-je par ma conscience totalement transparent à moi-même? Donc, cette question, il est quand même important ici de remonter un petit peu dans l'histoire, entre autres au 1er siècle, avec les textes de saint Paul ici, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, dans ces épistula ad Romanos, donc Romains chapitre 7, verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux faire, et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus, c'est pas plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ah, la question de la transparence à soi-même se pose déjà. Galates, cette fois-ci chapitre 5, verset 17, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Voilà, donc les épîtres de Paul, ou les épîtres pauliennes ici, hein, les 13 lettres attribuées, et parfois on en rajoute le 14e, ici donc épître aux Hébreux. Saint Augustin, un peu plus tard, 5e siècle, excusez-moi si jamais je me trompe sur les dates, Saint Augustin va parler ici plus de la dualité. Donc, c'est ainsi que de deux volontés en moi, l'une ancienne, l'autre nouvelle, l'une de chair, l'autre spirituelle, se livraient bataille, et leur discorde disloquait mon âme. Le mécanisme de l'habitude, on en parlera une fois, l'ennemi tenait mon vouloir, et il m'en avait fait une chaîne. Et il m'avait effectivement enserré. Oui, de la volonté perverse naît la passion. De l'esclavage, de la passion naît l'épaisseur. De l'habitude et de l'absence de résistance à l'épaisseur, de l'habitude naît la nécessité. Par cette entrée-là, d'anneau, qui m'a fait parler de chaîne, une dure servitude me tenait étroitement lié. Voilà ici donc Confession, livre ici 8. Donc cela permet quand même de réfléchir sur cette question ici donc de la transparence à soi. Et Freud va y répondre par ce postulat sur l'inconscience. Même si on a vu avec les travaux de Lionel Nakache publiés au Monde, ici par Paul Ben Ki-moon, hein, Le Monde daté du 24 novembre 2006, on peut quand même tenter de revenir sur les travaux de Freud et de faire vibrer ici la science et la conscience. Donc cependant, le sens véritable des motifs qui me poussent à agir m'échappe souvent. La conscience n'est pas pure transparence à soi. Freud, l'existence de la conscience qui me détermine à mon insu. Donc l'inconscient n'est pas que le non-conscient. La majeure partie de mes souvenirs n'est pas présente actuellement dans ma conscience, mais disponible. C'est ce qu'on appelle ici les préconscients. J'aime bien citer Freud dans ces termes, les souvenirs oubliés ne sont pas effacés. Et là, ça nous montre quand même que notre vie psychique nous influence, nous guide. Et on parle de vie psychique, mais on peut parler aussi des troubles. Freud va dire que toute névrose, donc trouble psychique, hein, provient d'une rupture d'équilibre entre le surmoi agissant sur le moi comme moyen de défense contre les pulsions et qui se développe à partir des interdits parentaux. Donc, provient d'une rupture d'équilibre entre le surmoi, le ça et le moi, qui se manifeste par un sentiment d'angoisse. Donc, le ça, donc totalement inconscient, correspond à la part pulsionnelle, libido, mort, et le moi, ça sera la part consciente, donc ici. L'inconscient ici, comme force psychique, mais aussi comme système indépendant, qui ne peut devenir conscient sur une simple injonction. Voilà, donc on dit que c'est refoulé. C'est pas parce que je veux tout de suite que ça vienne que ça va venir. Donc la force psychique active, pulsionnelle, résultat d'un conflit intérieur à l'être humain, entre des désirs qui cherchent à se satisfaire et une personnalité qui leur oppose une résistance. Entre autres, hein, l'éducation et le rôle que nous avons dans la société, une forme d'exemplarité. L'inconscient ne pourra s'exprimer qu'indirectement dans les rêves, les lapsus, les symptômes névrotiques. Ici, donc, l'intervention du psychanalyste peut délivrer de ce conflit. Donc, l'inconscient ne pourra s'exprimer qu'indirectement dans les rêves. Donc, on va prendre un temps ici pour revenir un petit peu à cette idée des rêves, entre autres avec cet article de Francesca Ciclari. Alors, que dit cet article? L'article dit « Enfin, la vraie clé des songes ». Voilà. Donc, dans cet article, le problème avec le rêve, c'est qu'il ne sort de l'ombre que si la mémoire du rêveur est là pour l'éclairer. Voilà. Donc ça, c'était déjà le premier postulat ici. Et qu'est-ce qu'il va dire, entre autres,
encore. Parler ici donc de l'activité. Ici, il va parler de la zone concernée par cette conscience-là et il va carrément aller au-delà puisqu'il va nous Ciclari ici avec d'autres chercheurs avec qui elle a travaillé vont nous parler quand même des zones concernées ici par les rêves. Donc ici les zones du cerveau qui s'activent quand on rêve mobilisent les zones dédiées à l'audition, au langage, à l'attention et à la perception. Donc à l'arrière de la tête, la zone chaude, nous allons voir cette zone chaude ici et en l'absence ici donc prenons quand même le temps d'observer et de regarder de regarder cela. Prenons un petit temps donc d'écouter quand même cet article de Francesca. Oui, alors que dit cet article hein? Donc on va prendre le temps ici d'observer et d'écouter quand même ce que l'article dit. However, a team of researchers has found a pattern of brain activity that seems to reveal not only when the brain is generating a dream but something about the content of that dream. When subjects were having sleep experiences during sleep, there was a region in the back of the brain that tended to be very active, as if this region was a bit more awake, says Francesca Ciclari, a researcher at the Center for Sleep Research and Development at the Lausanne University Hospital in Switzerland. Patterns of brain activity in this region also suggested whether sleep includes a face or movement, Ciclari and a team of researchers report in the journal Nature Neuroscience. The team found that dreams occurred during both rapid eye movements, REM, and non-REM sleep. But there were also periods of deep sleep in which no sleep occurred. The team studied dreams by controlling the electrical activity in the brain of 32 people while they slept. Participants were awakened frequently and asked to indicate whether they had been dreaming. This reduced the problem of people forgetting their dreams over the course of a full night's sleep. And, of course, the people in the studio were able to remember not only if they had been dreaming, but often what they had been dreaming about. Dreams include riding a bike, seeing geometric shapes in movement and smelling of perfume. After a person reported a dream, the researchers returned and reviewed patterns of brain activity recorded with a technique known as high-density electroencephalography. This allowed researchers to connect dreaming with a decrease in low-frequency activity and an increase in high-frequency activity in the back of the brain. Donc voilà, donc dans cet article, hein, on peut quand même observer ici que notre conscience, s'il faut l'appeler en ces termes, ici, dans cet article, nous pouvons quand même constater, distinguer un certain nombre de points ici qui sont très très utiles. Donc, parmi les points qui sont utiles, qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, que par une expérience, hein, donc ici, on prend des patients, s'il faut les appeler comme tels, et ils portent tout un dispositif hein, qu'on va appeler l'électroencéphalogramme. Et on va les laisser dormir et à partir de leur sommeil, on va, pour celles et ceux qui diront qu'ils ont pu rêver ou enregistrer leurs rêves, on va les interroger et on va voir, en fait, par rapport à ce qu'on observera grâce aux signaux électriques, on va comparer. Et là, en faisant corréler, en fait, les éléments qui composaient le souvenir du rêve, avec les résultats de l'électroencéphalogramme, on va voir ici que les rêves dans lesquels les visages apparaissent clairement étaient marqués par une forte activité de l'aire fusiforme. Donc dans la partie du cerveau, la partie qui est dédiée à cette activité-là va plus s'activer. Donc ici, ils vont établir donc une corrélation avec l'activation du cortex pariétal postérieur, siège de la perception. Donc, globalement, on va voir aussi qu'un sommeil plus léger aide à se souvenir de ses rêves. Donc, toute la nuit, au cours du sommeil, nous faisons des micro-réveils. Va expliquer une chercheure, hein, auteur de l'étude. Mais chez les grands rêveurs, et pour un sommeil de même qualité, ces micro-réveils sont 2 fois plus longs en moyenne. Et donc, les chercheurs suspectent donc que la mémorisation des rêves se produirait pendant ces micro
phase de réveil, car le cerveau endormi serait tout simplement incapable d'intégrer des souvenirs. Donc voilà, globalement, cet article d'une grande richesse, non seulement par rapport à notre étude, mais pour votre culture générale, et faire ici corroborer. Je pense que ça peut, si c'est bien utilisé, ça peut aider aussi les psychanalystes, mais pas simplement rentrer sur des contradictions paradigmatiques et dogmatiques, mais prendre un peu de recul et comprendre en quoi ça peut aider au sein de notre société à résoudre certains conflits intérieurs. La conscience peut-elle être un fardeau? Donc voilà une deuxième problématique ici. Alors là, je vous laisse prendre le temps d'y réfléchir, donc, appliquer les méthodes que vous avez pu voir, l'analyse du sujet, la réformulation de la problématique, rédiger votre introduction, votre développement et une conclusion. Donc ce que je peux vous proposer ici, c'est simplement reprendre tous ces points-là et les travailler. La notion de la conscience ici, comme faculté des jugés, fardeau, chose pénible qu'il faut supporter. Voilà, poser la question pourquoi, pour qui, quoi, question de limite ici, dualité s'il y en a. Donc pour quelles raisons et dans quelle mesure la conscience peut-elle être vécue comme un fardeau? Serait-il préférable de n'avoir aucune conscience pour être libre et heureux? Doit-on renoncer à la prise de conscience ou au contraire démontrer que la prise de conscience peut nous libérer de certains fardeaux de notre société? Voilà, donc prendre le temps d'y réfléchir ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans un premier temps, donc la conscience comme marque de la dignité humaine, et deuxièmement, la conscience pèse dans notre intériorité au point de nous rendre malheureux. Et enfin, on peut se demander, ou nuancer plutôt ici, cependant la prise de conscience est plutôt libératrice. Voilà, je pense que vous pouvez maintenant maîtriser votre sujet et nourrir en fait ici donc de ce que vous avez vu sur l'hippocampe comme chef d'orchestre de nos souvenirs. Voilà, et comprendre un peu la complexité qu'il y a et qu'il n'y a pas simplement une partie du cerveau qui est réservée aux activités conscientes et d'autres activités inconscientes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a les travaux de Francis Eustache qui peuvent vous aider ici, plus clairement ici, à voir les cortex, l'aire des Broca, comment cette architecture qui vous est proposée ici, lobe pariétal, lobe occipital et lobe temporal ici. Les substances blanches, substances grises qui vont aider ici donc. Et on va voir ici que l'hippocampe sera donc le chef d'orchestre de nos souvenirs. Et dans quel sens? Et l'importance du souvenir, vous l'avez vu dans les travaux de Freud, sur l'inconscient ici. Mémoire et stockage, distinguer simplement les types de mémoire, comprendre globalement que la mémoire est une fonction d'abord cognitive, qui va permettre d'encoder, donc enregistrer, de stocker, donc de mémoriser, et de récupérer des informations quand j'en ai besoin, parfois par simple injonction, parfois, voilà, je n'arrive pas à les faire venir tout de suite. Donc, bien comprendre cette idée-là, comprendre aussi ces systèmes de mémoire sémantique, épisodique. Voilà, on va pas parler des mémoires, mais plutôt des systèmes de mémoire, mémoire déclarative. Ici, donc vous l'avez, mémoire épisodique, mémoire sémantique et mémoire perspective, perceptive. Voilà. Et si vous avez cette architecture en tête, ça c'est les travaux de Francis Eustache, Béatrice Desgranges, ça peut quand même vous aider ici à bien comprendre. Et parmi les questions, simplement, comprendre ici sur les rêves, c'est que les rêves ne sortent pas comme ça de l'ombre. Et essayer de comprendre aussi que si les grands rêveurs se souviennent de leurs rêves, c'est simplement parce que il y a une toute petite activité mentale nocturne. Voilà. Et continuez toujours à vous interroger et à regarder des articles sur les questions concernant la neuroscience ou les neurosciences ici. Comment la science, neurobiologie, neurosciences, peut-elle espérer étudier et comprendre les rêves ici? Voilà. Donc il y a des dispositifs qui existent, tels que vous avez vu dans les travaux, où on va dresser à chaque instant une cartographie de l'activité électrique des neurones pour une fréquence donnée et pouvoir reconstituer comme ça les rêves. Bonne journée, excellente soirée. Je ne sais pas dans quel contexte
vous m'écoutez, mais je vous dis Kwajiki, Esila Kate, Esili,